Bonjour à toutes et à tous, putain, mais quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, mais surtout pour cette nouvelle saison avec plein de nouveautés, plein de nouveaux invités et comme vous pouvez le voir derrière moi, un tout nouveau studio. Un grand merci, grand merci à vous parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui c'est surtout et c'est aussi grâce à vous et tous vos retours notamment sur tous nos épisodes de la saison 1. C'est toujours un immense plaisir à la fois de vous lire et surtout n'hésitez pas de continuer à réagir, de liker et de diffuser l'ensemble de nos publications. Alors dans ce premier épisode de cette nouvelle saison, nous sommes partis à la rencontre d'une femme extraordinaire. Cette femme, c'est Sandrine Combe, présidente d'Autisme Va Rester Elle. Sandrine, c'est aussi la maman d'une jeune femme atteinte d'un trouble du spectre autistique et elle a décidé de créer l'association pour mettre son expérience et sa détermination au service des familles touchées par la même situation. Alors un grand merci au Ring Bar de Saint-Raphaël qui nous a permis de tourner ce magnifique podcast et merci à notre partenaire, notre premier partenaire, Peps Conduite Auto-École Fréjus Saint-Raphaël, toujours très engagé pour cette cause et qui a accepté de sponsoriser cet épisode afin que le message de Sandrine puisse à la fois être écouté, entendu par le plus grand nombre. Un immense merci à vous Vanessa et toute votre équipe et c'est surtout grâce à vous et ce genre de gestes précieux que nous pouvons vous proposer des épisodes à la fois de qualité et surtout diffuser au plus grand nombre et ainsi soutenir cette magnifique association. Un immense merci à vous et toute votre équipe Vanessa, merci beaucoup. Et si vous aussi vous souhaitez devenir partenaire de l'un de nos épisodes, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche dès maintenant en bas de votre écran et retrouvons-nous tout de suite avec Sandrine pour ce premier épisode. Sandrine, bonjour. Merci en tout cas de ce bel endroit que tu as choisi aussi, le Touring à Saint-Raphaël. Merci à eux de nous accueillir et merci à toi aussi de m'accueillir pour ce nouveau podcast où on va parler justement d'autisme, la création de l'association que tu as pu créer sur le territoire. Première petite question Sandrine, avant qu'on fasse un petit peu le tour des missions de l'association, de la création. Je vois que tu m'as donné un t-shirt bleu et toi aussi tu es habillé en bleu. Pourquoi le bleu justement et pourquoi le bleu est-il considéré comme la couleur de l'autisme ? Alors le bleu est pas un choix par hasard. C'est une couleur qui a la vertu d'être apaisante, douce et apaisante, ce qu'apprécient énormément les personnes avec autisme, puisque le bleu fait penser au rêve, à la douceur. Et l'on sait que les personnes autistes ont souvent des problèmes sensoriels. Donc cette couleur a la vertu effectivement de les apaiser. Quel message aussi cette couleur peut justement véhiculer auprès des personnes autistes aujourd'hui ? Mais c'est une manière de les représenter, d'être solidaire avec l'autisme et toutes les personnes touchées par l'autisme. Donc en se revêtant de bleu, on se mobilise pour elles. Et toi, je sais que voilà, tu vas nous parler un petit peu de la création de l'association et tout ce qui en a découlé. Mais avant ça, est-ce que tu peux aussi te présenter et nous parler de ton parcours personnel justement et ce qui t'a amené à créer cette association Autisme Va Rester Elle sur le territoire de Fréjus Saint-Raphaël ? Alors, une longue expérience avec ma fille Inès, âgée de 25 ans et demi, bientôt 26, donc maman d'une enfant autiste. Mon parcours avec elle, jonché de difficultés, d'épreuves, m'ont permis d'apprendre et puis d'identifier les carences toutes confondues. Et justement, avant d'en parler de toutes ces carences, parce que c'est aussi tout l'objet de ce podcast, au moment du diagnostic, et ça on en parlera, comment tu l'as vécu toi en tant que maman ? Est-ce que tu l'as su quand elle était jeune ? Comment ça se passe pour un petit peu expliquer aussi à nos auditeurs ? Alors moi, paradoxalement, ça a été un soulagement, puisque j'ai toujours su qu'Inès se développait de manière différente d'un enfant ordinaire. Et la difficulté a été d'identifier ce qui se cachait derrière justement ce développement différent. Donc pour moi, ça a été un soulagement. Ça n'a pas été facile puisqu'il a fallu aller chercher le diagnostic. Je parle de cela il y a plus de 20 ans en arrière. Et c'est en allant à l'encontre des médecins qu'il a suivis à l'époque, tout simplement, qui avaient dramatisé un petit peu ses particularités, qui donnaient pas grand espoir de ce qu'elle pourrait devenir, en allant chercher, m'informer et chercher le diagnostic, j'ai pu enfin mettre un nom sur ce qu'elle avait et ce qui l'animait. À travers ton expérience, tu estimes que c'était un parcours du combattant et que c'est un parcours du combattant pour toutes les familles aujourd'hui, et on en reparlera, qui vivent ça aujourd'hui ? C'est un parcours extrêmement difficile, effectivement. C'est un parcours où on est seul, d'où l'importance de se rapprocher d'associations, puisque moi, c'est là où j'ai trouvé les ressources.
les personnes ressources également. Mais effectivement, c'est un parcours extrêmement difficile qui demande énormément de détermination et d'être bien orienté. Et c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui. Pour revenir aussi un petit peu par rapport à ton expérience, c'est quoi les motivations qui t'ont aidé à créer justement cette association? Je te dis ça parce que, et je le dis aussi dans ce podcast, je suis moi-même confronté à ce trouble, puisque ma petite sœur qui est également atteinte d'autisme, et donc c'est pour ça que je suis très sensibilisé sur le sujet. C'est quelque chose que je suis très heureux de pouvoir faire ce podcast avec toi. Et il n'y a pas de hasard. Un sujet qui est important, qui moi-même, c'est pour ça que je le dis, parce que au départ, je me rappelle même moi de certains comportements que j'ai peut-être pu avoir aussi avec ma sœur, où j'étais pas forcément dans la compréhension, peut-être aussi du mal à l'accepter, je sais pas. Et c'est vrai qu'avec ce recul-là aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, je suis très très sensibilisé sur cette cause, et en tout cas, j'aurai l'occasion de le redire, mais bravo pour ce que tu fais, bravo pour ce que vous faites, parce que c'est important. C'est très important que tu en parles et que tu dises que toi-même tu es concerné. Puisque cela met bien en évidence que l'autisme, les prévalences de l'autisme sont exponentielles. À présent, cela n'épargne plus personne. Même si nous ne sommes pas directement concernés avec son propre enfant, notre enfant peut avoir un enfant avec autisme, son cousin, son voisin. Donc l'autisme touche tout le monde. Voilà. Donc c'est important que tu le dises, que toi-même, effectivement, tu es touché de près par ce trouble-là. Touché, bien évidemment, mais sur les difficultés aussi que ma mère aussi a pu avoir justement avec ma petite sœur par rapport à les difficultés, que ça soit administratif, que ça soit avec les médecins. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler, et parce que je sais qu'aussi pour elle c'est un combat du quotidien. Je pense que c'est ce que tu as vécu et c'est ce que tu vis aussi tous les jours aujourd'hui avec tous les enfants que tu peux accompagner aussi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important, et c'était aussi important pour moi, à ma manière, de mettre en lumière en même temps ce sujet-là, qui aussi pour sensibiliser le plus grand nombre grâce à ce podcast. Au-delà de ton expérience personnelle, quel message tu voulais transmettre grâce à cette association? J'ai toujours été proche du milieu associatif. J'ai toujours été militante dans le milieu associatif. Ce sont les associations qui m'ont aussi aidée, accompagnée dans mon parcours personnel avec Inès. Et il me semblait évident, normal, voire naturel, de mettre à profit justement cette expérience que j'ai pu acquérir tout au long de ces 20 dernières années, ce savoir, ma détermination également et ma bienveillance au service des autres. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner Inès du mieux possible, et cela malheureusement n'est pas donné à toutes les familles. Il faut quand même savoir que dans 80% des cas, à l'annonce d'un diagnostic d'autisme, les couples explosent. Donc la maman se retrouve seule, confrontée, souvent avec d'autres enfants, voilà, à son enfant avec autisme. Et c'est là où cela devient compliqué. Et j'avais à cœur de mettre à profit et au service des familles toute cette expérience-là que j'ai pu acquérir et ce savoir. Pour faire un petit tour, notamment des missions de l'association, tu as créé en 2023, donc quasiment on arrive aux 2 ans, presque 2 ans d'existence. C'est quoi les missions de l'association aujourd'hui d'Autisme Var Estérel? Alors les missions sont nombreuses. Ce que je tiens déjà à dire, c'est que jusqu'alors il n'y avait pas d'association dans toute l'agglomération pour les personnes avec autisme. C'est important de le préciser, alors que la prévalence des naissances ne fait qu'exploser. Les missions de l'association sont nombreuses parce que je connais les difficultés, voilà, pour y être passé. Donc la priorité, bien sûr, c'est de sensibiliser, puisqu'en sensibilisant, on éduque le public à ce trouble méconnu, encore à l'heure actuelle. Donc c'est l'accueil, c'est le soutien, c'est l'information à tous les projets. Pourquoi c'est trop méconnu encore? On est quand même en 2025, pourquoi toi tu estimes que c'est encore trop méconnu? Parce que c'est un handicap qui est invisible. Et comme tout handicap déjà invisible, il est difficile à être compris, à être cerné. Souvent, lorsqu'on va rencontrer un enfant jeune ou plus ou moins jeune avec autisme, on va le trouver bizarre. On va mettre ça sur le compte d'un problème d'éducation. Voilà. Et c'est la grande difficulté d'identifier et de comprendre l'autisme parce que ça touche tout ce qui n'est pas perceptible. Est-ce que toi, tu estimes qu'il est important, du coup, peut-être pour aider, je ne sais pas si c'était le cas de ta fille, mais justement pour aider aussi peut-être les enfants au fur et à mesure, à la fois de leur scolarité et même après dans la vie professionnelle aussi. Est-ce que pour toi, il est important de détecter justement cet autisme de manière précoce? Oui, il est préférable effectivement d'avoir un diagnostic très tôt.
pour la simple et bonne raison que plus tôt un enfant est diagnostiqué, plus tôt il est possible de mettre en place des stratégies éducatives et des prises en charge adaptées et de permettre aux jeunes enfants de remédier à ces troubles et de s'inscrire et de s'adapter dans la société, que ça soit à l'école, que ça soit dans la vie de tous les jours et améliorer le quotidien des familles. Est-ce que tu es un peu au fait sur le sujet? Comment on détecte des formes peut-être un peu plus sévères? Justement, cela relève vraiment du diagnostic. C'est là où très tôt, une famille qui va avoir une suspicion de spectre autistique chez son enfant doit pouvoir être orientée et être bien orientée vers un centre ressources autisme. Une personne à même, une équipe pluridisciplinaire qui va se charger justement du diagnostic et pouvoir évaluer dans quel spectre autistique se trouve l'enfant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a également mettre en place, voilà, des prises en charge adaptées. Et c'est là où la difficulté également est importante, c'est les carences actuelles, toujours, de professionnels formés à l'autisme. Pour revenir, parce que je t'ai coupé tout à Aux l'heure, missions de excuse-moi, voilà, aux l'association. missions de l'association, quelles sont un peu les missions? Mais c'est l'accueil, c'est l'information, c'est le soutien, tous les projets qui peuvent servir à l'inclusion et l'autonomie d'une personne avec autisme. Donc c'est orienter les familles vers les bons professionnels, que ce soit pour un diagnostic ou une prise en charge, la mise en place d'une prise en charge. C'est également l'aide administrative, parce que les dossiers sont un sacerdoce pour les familles, que ce soit auprès de la MDPH pour avoir une reconnaissance, pour avoir les aides adéquates. Adéquates. C'est également l'accompagnement pour la scolarité, informer des droits des enfants à aller à l'école, donner des stratégies également adaptées à l'école également pour accueillir ces enfants dans les meilleures conditions, hein, puisque bon, il faut le savoir que la loi de 2005 dit bien que l'école doit mettre en place tous les moyens nécessaires à l'accueil d'une personne dans le champ de l'handicap. Et l'autisme en fait partie. C'est également Tu trouves qu'il y a des efforts aujourd'hui sur ça? Je te dis ça encore une fois par rapport aussi là pour le coup à mon expérience personnelle où on le voit bien souvent, ces enfants-là, ils décrochent parce que le système scolaire aujourd'hui n'est pas adapté, n'est pas quand même adapté parfaitement c'est simplement pour avoir toi-même ton ressenti. J'irai même plus loin, c'est qu'avant de pouvoir décrocher, faudrait-il encore être accueilli à l'école et intégré. La difficulté, elle commence là. C'est que moi, régulièrement, je tiens un accueil téléphonique. J'ai de nombreux appels par semaine de familles qui me contactent pour différentes difficultés, différents besoins. Et très souvent, le problème de scolarisation revient. C'est que certains enfants sont accueillis 30 minutes par jour. Comment peut-on parler d'intégration scolaire sur une base de 30 minutes par jour à l'école? Oui, c'est ça. C'est C'est pas ce que je te possible. dis, c'est là où je pense qu'il y a malheureusement, tu as beaucoup d'enfants aujourd'hui atteints d'autisme qui sont laissés sur la touche. Tout à fait. Alors Qui après, sont privés de scolarité, tout simplement. c'est le gros fléau aujourd'hui et comment on peut faire pour que justement qu'on soit de plus en plus écouté par rapport à ce sujet-là? C'est sensibiliser à l'autisme, hein, c'est informer, c'est former également. Bon, il y a tout de même de nombreux dispositifs hein, qui ont été mis en place, comme les UEA, les UEMA également. Il y a le dispositif Le Pass également, qui fait le lien entre, à la demande des familles, lorsqu'elles rencontrent des difficultés de scolarité, qui se met en relation avec le corps enseignant pour proposer justement des outils, des aides, et pour permettre aux enfants avec autisme d'être scolarisés au même titre que tout le monde. Par rapport à votre association, comment les enfants sont accueillis? Combien vous êtes au sein de l'association? Comment ça se passe quand vous allez prendre en charge par exemple un enfant ou une famille? Comment ça se passe concrètement? Au-delà des missions que j'ai énoncées auparavant, nous avons également eu le souhait de pouvoir répondre concrètement, encore plus concrètement, je dirais, aux besoins rencontrés par les familles, et afin de leur permettre d'avoir du répit aux parents, parce que souvent les parents sont les aidants. Nous, les jeunes que nous accueillons, sont toute l'année à la charge de leurs parents, et ce, tous les jours, toute l'année. Donc nous avons mis en place des activités sportives adaptées, où à travers ces activités sportives, nous faisons vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que nous proposons tout au long de l'année 5 disciplines différentes, que ce soit de la ludomotricité, du tennis, du kayak, de la piscine, du VTT, mais en tenant compte du profil de chacun. Sans discrimination aucune, nous accueillons des enfants avec tout profil autistique, aussi bien sévère que modéré. Donc ce qui demande bien évidemment énormément d'aide, de moyens,
humain déjà, puisque pour pouvoir, individualiser et accompagner, du mieux possible chaque jeune ou enfant avec autisme, cela demande un accompagnant, ce on appelle travailler du un pour un, faire du un pour un. Cela permet aux familles, pendant le temps où nous avons les enfants en charge, d'avoir du répit tout simplement et ces activités, j'ai souhaité qu'elles se déroulent sur le domaine public, en présence du public, parce que c'est une manière également de sensibiliser et de changer le regard sur nos enfants et ça marche plutôt bien. Quel type d'activité, donc tu disais vous proposez, donc que ça soit du kayak, des activités sportives, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement, par exemple tout ce qui est scolarité, etc. Est-ce que vous vous en occupez aussi un petit peu? Alors cela fait partie de nos projets justement à venir. Pour cela, nous avons besoin d'avoir un lieu physique que nous pourrions investir et afin justement de mettre en place d'autres activités, d'autres prises en charge, telles qu'un soutien scolaire, telles que de l'art-thérapie, telles que de la musicothérapie, puisque les aides et les propositions sont nombreuses. Nous sommes chanceux d'avoir su mobiliser, en tout juste 1 an et demi, énormément de personnes autour de nous, désireuses de pouvoir participer et contribuer. Et je crois savoir qu'aussi tu as rencontré très récemment le maire de Saint-Raphaël qui est aussi qui a l'air aussi très mobilisé, qui est très Tout à mobilisé fait, sur le très sujet sensibilisé et sur cette et cause qui oui et qui lui aussi vous aide, qui nous soutient, depuis le début et ce qui nous a permis, entre autres, de mettre justement ces activités sportives-là à travers des conventions, la mise à disposition de créneaux horaires, que ça soit pour la piscine, que ça soit pour le kayak et effectivement, monsieur le maire est très attentif. Je reviens un petit peu aussi sur ça parce que tu parles beaucoup de la sensibilisation et je pense que tu as raison parce que le mot sensibilisation, le fait de faire aussi ces activités, comme tu Sur dis le en domaine dehors public, et sur le sur le domaine domaine public. public et je pense que c'est très important parce que, ça va permettre aussi aux gens de peut-être de comprendre. De changer le regard, de casser les a priori, oui. J'en reviens à ça parce que on peut le voir, sur, notamment avec le film où il y avait eu le film avec Artus, un petit truc en plus et cetera, qui est encore différent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre que quand on fait des choses comme ça, on peut aussi, changer le regard des gens grâce à des activités, grâce à des films, grâce à cette mise en lumière. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était simplement des acteurs différents, ça a permis justement de pouvoir, aussi mettre en lumière, Tout à fait. cette cause-là. Donc c'est pour ça que je reviens à ça et je trouve ça très important, que tu parles de sensibilisation. Et en parlant de sensibilisation, je crois savoir que tu prépares aussi un événement le 6 avril prochain. Est-ce Tout que à tu fait. peux nous parler un petit peu de cet événement-là? C'est la deuxième, ça va être la deuxième édition. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des contours de cet événement et comment ça se prépare? Alors, cet événement, est effectivement extrêmement important dans le sens où cet événement va permettre de mobiliser, de sensibiliser au plus grand nombre, vraiment de manière très large, puisque c'est un événement qui est public, qui est gratuit, qui est ouvert à tous, où l'on peut venir, entre amis, en famille, et cet événement se veut, solidaire et festif surtout parce que, l'autisme n'est pas une fatalité, ce qui est l'adage de l'association. C'est un fonctionnement différent tout simplement et il est important de pouvoir, le montrer. Le montrer au plus large nombre. C'est un événement qui se déroule sur les 2 communes de Fréjus et Saint-Raphaël. Vous défilez, vous faites, il me semble, un défilé, c'est ça? Voilà, Vous alors partez de Fréjus pour aller tout à jusqu'à fait. la grande route Alors c'est Saint-Raphaël. un événement qui est innovant déjà, puisque dans toute l'agglomération, même au-delà, rien n'a jamais été fait pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui est reconnue par l'ONU depuis 2007, qui est donc le 2 avril. Cet événement donc aura lieu le 6, un dimanche, pour réunir le plus grand nombre. C'est un événement donc qui se veut solidaire, festif, chaleureux, qui débutera donc avec une marche, tous en bleu d'ailleurs. L'événement s'appelle ainsi. Qui débutera du monument des tirailleurs, d'Afrique du Nord à Fréjus-Plage, face à la poste de Fréjus-Plage, qui sera animé par la Batoufada, groupe de percussion, du conservatoire qui nous soutient depuis la première édition, jusqu'à donc une arrivée sur, l'esplanade de l'Ayen, sous la grande roue, où là aura lieu un temps d'information et puis suivi d'un concert animé, par nos artistes locaux, voilà, donc Lisa Andiel de l'école Rêves, qui a représenté, la France à l'Eurovision, ainsi que ses élèves. Et nous aurons également David Oxo qui nous soutient depuis le début, très sensible également à toutes les actions caritatives en présence de Thierry Saunier, ainsi que Addict Event avec les mascottes Disney, etc. Et donc c'est un moment qui se veut, rassembleur. Rassembleur et toi où tu souhaites aussi sensibiliser et informer. C'est à travers c'est vraiment le message que tu souhaites délivrer. Tout à fait, afin que l'autisme fasse partie totalement du paysage, voilà, local.
Et cet événement avec le soutien, le partenariat de la ville de Fréjus-Saint-Raphaël et le soutien de la ville de Saint-Raphaël. Pour ma part, je serai présent et on invite, voilà, notamment pour tous les auditeurs qui nous écoutent, à venir en cette journée du Tout 6 à fait. avril pour soutenir aussi Et votre passer un choix bon moment. et passer un bon moment. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu peux nous partager aussi concrètement peut-être certaines histoires de témoignages de famille? Je sais que la dernière fois, par exemple, tu me parlais d'un message d'une famille d'une maman qui était complètement perdue, qui t'a envoyé un message, qui savait euh, plus vers qui se tourner et tu étais justement cette personne où elle te demandait conseil. Ça arrive tous les jours, ça, ce genre de message que tu peux recevoir des mamans qui sont complètement désemparées par le fait que elles ne savent pas vers qui se tourner. Malheureusement, oui, en tout cas plusieurs fois par semaine. Donc je tiens un accueil téléphonique où, quiconque, en faisant une simple recherche, sur Google, association autisme, contacte et je renseigne. Même sans être adhérent, je renseigne parce que c'est le but de l'association et effectivement, les demandes sont nombreuses et diverses. Voilà. Ça, c'est important. Je rebondis là-dessus parce que tu parles d'adhérents et on en a parlé ensemble et c'est pour ça que j'aimerais qu'on le dise aujourd'hui dans ce podcast. Pour être adhérent, on n'a pas besoin forcément d'être justement atteint d'autisme. Tu me disais Oui, ou beaucoup d'ailleurs concerné. que la plupart ne sont pas atteints d'autisme, mais qui sont adhérents parce qu'ils peuvent soutenir, pour soutenir notamment cette cause. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire aussi. Le fait que moi, peut-être en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers peuvent soutenir aussi. Tout à fait, en prenant son adhésion à l'association Autisme Vert SRL, c'est une manière de la soutenir financièrement et au-delà de ça, la personne peut également, s'investir davantage en étant bénévole lors de nos événements, de nos actions, nous accompagner également lors des activités sportives, puisque cela demande un encadrement également, et sans même être concerné par l'autisme et il est vrai que dans notre association, un peu comme un petit virus quelque part, nous avons su effectivement, amener à nous, voilà énormément de personnes qui ne sont pas concernées ni de près ni de loin par l'autisme et qui pourtant sont bien présentes. C'est quoi le conseil que tu peux donner aussi, notamment, comme tu dis, aux mamans ou aux parents? Parce que je pense que quand on dit, il y a les mamans, mais il y a aussi les papas qui peuvent être confrontés justement à ce genre. Toi qui l'as vécu humainement, une maman qui découvre justement qu'on vient de lui dire que son enfant est atteint d'autisme, etc. Comment tu fais pour les accompagner aussi de manière sous le volet et sous le spectre humain? Est-ce que c'est pas difficile aussi? Et ça, je le disais notamment à l'association Léo que j'avais dit la Mmh. dernière fois. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que votre combat, il est vraiment noble dans le sens où vous avez vécu ça et vous repartez dans ce combat pour aider les autres. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est là où vous mettez ce que vous avez vécu au service des autres, et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ce qu'on appelle être des personnes ressources et c'est ce que je me suis entendue dire à différentes reprises, lors de notre présence, sur certains lieux publics avec nos enfants, c'est que, nous avons fait le choix de mettre notre expérience au service justement, voilà, de cette cause quelle qu'elle soit. Le cancer pédiatrique pour Léo, moi l'autisme. Je ne pense pas qu'on vive les choses juste pour les vivre. Je pense que quelque part, il y a une raison et quoi de plus évident qu'effectivement, mettre son savoir, son expérience, Pour aider les autres, finalement. pour aider les autres, tout à fait, Parce tout qu'à à un fait. moment T, vous vous êtes trouvé aussi, je pense, à la fois dans l'incompréhension, senti seul, c'est ce que tu as dit tout à Isolé, l'heure, ouais, bien isolé. sûr. Et donc aujourd'hui, tu souhaites que, et c'est ça qui est vraiment très beau, c'est que tu souhaites que justement toutes ces familles, peut-être ne vivent du moins différemment, toutes ces choses-là, même si ça reste encore le cas sur beaucoup de choses. Disons qu'essayer de raccourcir l'errance médicale, parce que c'est malheureusement ce que je constate énormément lors des appels, c'est que nous sommes en 2025 comme tu le disais et encore, malheureusement les familles ne sont pas orientées, sont pas dirigées, sont pas conseillées, ce qui est juste, invraisemblable. C'est également, effectivement pouvoir apporter, améliorer leur quotidien. Est-ce que c'est pas du fait aussi qu'avant, peut-être, on avait moins les moyens de diagnostiquer, il y avait peut-être tout autant de personnes atteintes d'autisme, mais qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus les moyens de diagnostiquer, ce qui fait qu'on le sait aussi beaucoup plus. Moi, je te dis ça, peut-être, il y a quelques années, ma petite sœur, on n'aurait jamais été diagnostiqué autiste, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, on aurait parlé peut-être
souffre de maladie mentale, de psychose. Non, parce que tu dois l'entendre, je te dis ça, parce que c'est des choses que tu dois entendre. Donc, est-ce que justement, tu penses que ce n'est pas aussi le fait qu'on arrive à mieux diagnostiquer Bien aujourd'hui? évidemment. Bien évidemment, il y a de cela, il y a du fait que, bon, beh, même si les choses avancent difficilement, les diagnostics, sont à présent un peu plus présents, effectivement, mais il y a une recrudescence également pour, un tas d'autres raisons, hein, puisque bon, beh, l'autisme reste un trouble neurodéveloppemental, donc par neuro et développemental, cela comprend énormément de choses et c'est un trouble qui est précoce et qui dure toute la vie. C'est quoi l'avenir aujourd'hui de l'association pour Autisme Varesтерel? Je sais que vous avez plein de projets, vous êtes encore une jeune association. C'est quoi les projets à venir et peut-être ta vision aussi un petit peu à long terme sur ton association? Les projets, c'est déjà de pérenniser ce qui a été fait. C'est également, de continuer à travailler sur les carences encore existantes, comme, le problème de scolarité, d'intégration, à l'école. Également l'immersion professionnelle. Hein, qui reste encore où là tout est à faire. D'ailleurs nous avons un projet prochainement, voilà avec une association locale, voilà pour justement travailler là-dessus. Et puis c'est améliorer le quotidien, c'est faciliter également, l'accès aux prises en charge, l'accès à un diagnostic puisque bon, les délais d'attente pour un diagnostic sont de 2 ans. Voilà, ce qui, retarde, tout le process chez une famille. C'est, prendre en compte également la parole des familles. Des mamans, souvent les mamans, on les catégorise, être dans l'affect. On ne les écoute pas alors qu'elles sont les premières personnes ressources. On sait qu'une maman a toujours, voilà, une intuition et voilà, qui dit: «Là, il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire». Voilà, donc entendre également ça, accompagner, soutenir, les familles. Je reviens sur ça parce que je t'ai pas posé la question en début de podcast. C'est plutôt des jeunes. Il n'y a pas d'âge ou de profil, spécifique pour, faire partie de l'association. C'est ouvert à tous. Actuellement, il est vrai qu'à travers les activités sportives adaptées qui se déroulent en semaine, nous répondons plus à de jeunes ados, voire de jeunes adultes, puisque c'est eux qui sont vraiment sans solution, hein, et c'est 90, hein, des adultes qui sont sans prise en charge, sans place en institution, sans immersion professionnelle. Donc il est vrai que en ayant nos activités en semaine, nous répondons à cette tranche d'âge-là. Mais c'est également, des adhérents plus jeunes qui font partie également de l'association ou des demandes tout au long, de l'année, de parents avec des enfants plus jeunes pour différentes problématiques. Les problématiques sont différentes. C'est pour ça que je te dis, ça doit être extrêmement compliqué quand même de s'adapter à tous les profils. Parce que quand un jeune a 18-20 ans et il souhaite rentrer dans le monde professionnel, peut-être, du coup, financièrement, il y a plus moins les parents derrière, etc. Et comment vous arrivez justement à jongler avec ces différents profils, à la fois le jeune où il va avoir plus le problème côté scolaire et à la fois le jeune adulte où là, on va être plus sur des problèmes financiers, d'insertion dans la vie professionnelle et dans la vie active. Alors, c'est en travaillant en réseau tout simplement, avec différents, partenaires, en orientant vers, différents professionnels également, en fonction des besoins et des demandes justement des familles. Après, il est vrai que, c'est extrêmement frustrant lorsque malheureusement, parce qu'on n'y arrive pas toujours, hein, les carences sont là malheureusement et lorsqu'on n'arrive pas à répondre aux besoins des familles, mais, des fois tout simplement une écoute. Une écoute, déjà c'est important. Ces mamans qui me téléphonent et avec lesquelles je peux passer plus d'1 heure au téléphone, elles ont juste à un moment ce besoin de parler, d'être comprises et de pouvoir poser les choses. Est-ce qu'il y a des partenariats ou des soutiens justement que l'association a établis avec d'autres organisations ou entreprises pour justement aller beaucoup plus vite et peut-être aussi développer et aider ces jeunes de manière aussi peut-être plus fluide? Parce qu'avec ta connaissance à la fois du tissu économique, du tissu associatif et surtout ton expérience que toi aussi tu as vécue, est-ce que ça t'a permis aussi justement de pouvoir créer ce genre et nouer ce genre de relation Bien et de évidemment, partenariat? bien évidemment, c'est-à-dire avoir les personnes ressources dans un carnet, hein, en quelque sorte et en fonction des demandes et des besoins qui me parviennent, pouvoir orienter, est primordial. Des familles ont besoin, d'une prise en charge en psychologie, d'autres ont besoin d'une orthophoniste. Après, il est vrai que,
il y a une carence, énorme, malheureusement, de professionnels et c'est là où effectivement, ça reste compliqué. Toi, tu trouves aujourd'hui qu'il y a une... Ah mais bien évidemment, des personnes formées à l'autisme en mesure, de pouvoir accueillir, un enfant ou même un jeune adulte en prise en charge, reste extrêmement Mais compliqué. ça va même beaucoup plus loin, dans le sens où, je pense que c'est la société. C'est pour ça que je te dis, c'est la société en elle-même qui n'est pas aujourd'hui, entre guillemets «formée» et sensibilisée Alors, complètement à l'autisme, même si ça le devient de plus en plus, comme tu le disais. c'est vrai, mais cela s'explique par le fait que, la France reste très psychanalytique et l'autisme est répertorié justement dans la psychanalyse. Alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas, voire c'est même délétère pour une personne autiste. Une personne autiste n'a pas besoin, forcément d'une camisole chimique si l'on sait le prendre en charge très tôt et de manière adaptée. Voilà, une personne autiste a besoin de prise en charge adaptée, de remédiation cognitive, remédiation comportementale, d'éducation comportementale, tout simplement. Et effectivement, les mentalités, restent encore à changer dans le sens où une personne avec autisme, sa place est dans un établissement médico-social et Exactement. pas forcément à l'école ou, voilà, ou dans notre société, comme tout un chacun. Mais ça devrait, c'est là où je dis, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, Il y a encore énormément. beaucoup à faire, mais après, pas forcément dans les jeunes entre eux, parce que les jeunes, quand on a 8 10 ans et qu'on voit quelqu'un de différent, on a tous eu 8 10 ans, et peut-être qu'à un moment donné, bah oui, forcément, la personne dans la cour, là, elle est différente, on va peut-être moins jouer avec, etc. Mais ça doit venir de plus haut, c'est-à-dire la sensibilisation peut-être des parents, de se dire pourquoi ce jeune, il est aussi, pourquoi ce jeune, il est différent, pourquoi il vient pas dans l'équipe jouer au ballon avec nous. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des choses que quand on prend un peu plus de hauteur et d'expérience, c'est que ça va beaucoup plus loin. Je te dis ça parce que je l'ai déjà entendu. Je l'ai Non, déjà entendu, mais je l'ai déjà vécu par rapport je te à ma rejoins petite sœur totalement. aussi. Je te rejoins totalement. Cependant, je pense que, c'est une question de vase communicant. C'est-à-dire que c'est aux parents effectivement, d'informer et d'éduquer son enfant à la différence et à la fois l'enfant sait très bien le faire également auprès de son parent, mais pour cela, il faudrait que à l'école, chaque début d'année, il y ait un temps d'information C'est vrai? justement, voilà, sur l'handicap, et sur l'autisme. Parce que la difficulté de l'autisme, contrairement à un handicap visible, moteur, c'est qu'on ne le perçoit pas, donc on ne le comprend pas. Et souvent les enfants sont de super transmetteurs. Un enfant, si on lui apprend, d'être bienveillant avec une personne différente d'elle, hein, en lui expliquant que elle semble différente, mais finalement elle est comme elle et qu'elle peut l'aider, l'accompagner. C'est un enrichissement personnel déjà, de l'enfant autiste vis-à-vis de l'enfant ordinaire et vice versa et l'enfant le rapportera à la maison et éduquera son parent également. Donc d'où l'information et la Et ça, sensibilisation. vous faites aussi un petit peu avec l'association d'aller dans les écoles et de sensibiliser dans les C'est en écoles? projet Vous êtes en également. voilà, C'est en projet également. c'est un projet de faire un partenariat avec certaines, à la fois les De écoles et pouvoir peut-être aller les lycées, les sensibiliser, tout à collèges fait. J'ai et eu une demande du lycée Saint-Ex, d'un professeur justement qui souhaitait effectivement, c'est sensibiliser important. ses élèves de première. Donc voilà, donc ça c'est en cours, mais effectivement, sensibiliser par tous les moyens, éduquer. Dernière petite question un petit peu aussi sur ce sujet, parce que c'est important. Comment aujourd'hui, les auditeurs qui nous écouteraient, sur ce podcast, peuvent soutenir l'association et est-ce que c'est forcément, ça passe forcément par des dons ou est-ce que comment ça se passe par rapport à ça pour te soutenir, pour vous soutenir, Alors pour soutenir les activités? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit point, sur ce sujet? alors l'association, est une association donc loi 1901 à but non lucratif, composée uniquement de bénévoles et ça je tiens à le préciser, puisque c'est le cœur et de l'association. C'est plus qu'une association, c'est une communauté où chacun, parent concerné ou adhérent non concerné par l'autisme, mais adhérent malgré tout, trouve un moment d'échange, un lieu d'échange, de convivialité où, tout le monde, se mélange. Voilà, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de regard. C'est une association qui se veut solidaire, également entre membres, hein, se rendre service. C'est une réelle communauté. Pour soutenir l'association, puisqu'on a besoin de soutien, beh, on peut le faire en étant adhérent, en prenant son adhésion tout simplement à l'association. On peut l'être en faisant un don. Également, nous en avons, de privés comme, de professionnels, et également ou en étant bénévole tout simplement, en étant acteur et en participant, en donnant, 1 heure de son temps, 2 heures de son temps, c'est une manière également de nous soutenir Bah, merci et en beaucoup en tout cas. communiquant bien évidemment sur Bien sûr, oui, l'association. oui, Voilà, sur sur les les réseaux réseaux, sociaux, c'est que voilà, important. nous, c'est pour ça qu'on essaie En aussi de le faire partageant. de cette manière-là et voilà, on espère que,
le podcast aussi sera énormément partagé justement pour continuer aussi à sensibiliser sur cette cause. Moi, j'aimerais terminer déjà en te remerciant voilà, pour ce petit podcast qui a permis quand même de faire Mmh. voilà, pour faire déjà le tour des missions de l'association. Te remercier pour tout ce que tu fais, tous les bénévoles qui sont aussi engagés à tes côtés, Ouais. toutes celles et ceux aussi qui travaillent à tes côtés, parce qu'il Rien faut ne quand peut même se pas faire, oublier oui, ouais. que Rien ne se rien sans vous, voilà, ouais. se ferait. Seul, on ne peut rien faire. Et déjà, et surtout sur le côté, faut pas oublier que quand on est bénévole, on prend aussi sur son temps libre. Donc, au lieu d'aller à la plage ou je ne sais où, il y en a beaucoup Tout à qui fait. viennent t'aider, t'accompagner Ce qui dans porte cette la belle clé. aventure qui reste une belle aventure parce que vous aidez des êtres humains justement à avoir des moments de vie, de sourire. Et ça, il y a rien Des y a rien de sourires plus beau. pour les enfants, pour les parents, et même pour les bénévoles accompagnants, qui prennent un plaisir inouï à être avec ces jeunes-là, c'est Merci en important. tout cas, merci pour tout ça et merci à toi pour ton engagement. Et rendez-vous le 6 Et avril, rendez-vous bien tous en sûr, bleu. voilà, le 6 avril. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Chris. Si tu devais me dire un seul moment ou un moment marquant de l'association. C'est l'évolution des enfants, c'est Oscar qui est arrivé complètement introverti, dont on n'entendait pas le son de sa voix et qui au fil, des semaines et des mois, s'est mis à s'exprimer, à chanter, aller vers les autres. C'est une autre jeune fille également qui est dans l'association, qui a été dans un établissement, institut médico, éducatif, social, à qui on a dit: «Oh, elle sera jamais nager, elle flottera jamais», et qui, avec nous à la piscine, a pu être dans le grand bassin, 2,40 m, avec tous ses camarades, et a su flotter, nager, prendre du plaisir à être dans l'eau. Le soutien des familles et également qui se mobilisent, les mamans qui m'appellent et qui me disent: «Mais merci, infiniment à l'association parce que grâce à vous, voilà, j'ai pu solutionner telle et telle, situation». C'est tous les jours en fait. Si tu devais me dire un chiffre marquant qui illustre l'impact de l'association. Le 3 juin, la date de la création, de l'association. Le 7 avril l'année dernière, lors de la première édition. Un défi que vous avez au quotidien au sein de l'association. Pouvoir s'implanter et avoir un lieu adapté où, il sera possible de diversifier et de développer encore plus l'aide, que nous souhaitons apporter. Une réussite dont vous êtes particulièrement fier au sein de l'association. L'intégration de nos enfants, lorsque nous sommes avec eux, auprès du large public, la diminution, on va dire, des regards étonnés, insistants, Ça, c'est une belle victoire. bien évidemment. Et puis le fait qu'ils accèdent, qu'ils puissent accéder, comme tout un chacun, ouais, à tout ce que la société propose, ouais. C'est top. Merci beaucoup, Sandrine.